Merci de nous rejoindre dans le débat du soir, mesdames et messieurs. Le tout premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest tenu à Abuja a marqué un tournant significatif au cœur des discussions. Le président béninois Patrice Talon a lancé un appel retentissant à l'autonomie et à la souveraineté économique, prônant le principe du comptons sur nous-mêmes, mais au-delà de cette vision globale du président Patrice Talon, eh bien, de cette vision globale, pardon, le président Talon a posé un acte audacieux. Il a publiquement proposé que le Bénin et le Nigeria forment le noyau dur de cette intégration ouest-africaine, appelant à un accord bilatéral immédiat pour donner le ton. Cette initiative, loin d'être un simple slogan, soulève des questions fondamentales sur la viabilité et l'ambition de l'intégration économique régionale. Alors que signifie concrètement ce contexte lui-même, cette proposition d'un axe Bénin-Nigeria pour la CEDEAO et au-delà? Est-ce une utopie ou une feuille de route réaliste pour l'émancipation économique du continent? Pour faire le débat ce soir, deux invités, Mohamed Akintola, acteur politique, bonsoir. Bonsoir, Madame Toboula. Merci d'être là avec nous ce soir C'est un pour ce plaisir. sujet. Roméo Aïssegbe, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Madame Toboula, bonsoir aux téléspectateurs de la télé. Alors, bienvenue. Donc, comme je le disais dans mon introduction, Patrice Talon qui voudrait donc qu'on pense à l'intégration africaine, d'autant plus que l'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. Comptons sur nous-mêmes, même si c'est plus la première fois, ce n'est pas la première fois que l'on entend cela. Roméo Aïssegbe, selon vous, qu'implique concrètement ce principe du comptons sur nous-mêmes pour l'Afrique de l'Ouest que Patrice Talon a relancé à travers ce premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup Madame Angèle. Retenons que le comptons sur nous-mêmes pour le Bénin n'est pas une phrase qu'on entend pour la première fois. Il y a de cela plus d'une trentaine d'années, sous le régime révolutionnaire, le général Mathieu Kérékou avait émis ce slogan que nous sommes nés et en grandissant, nous avons entendu dire venant de nos parents. Et c'est pas manqué, les actions n'ont pas manqué dans ce sens-là, sauf que le canton sur nous-mêmes, à l'intérieur de l'enclos colonial qu'est le Bénin, a besoin d'être beaucoup plus activé et franchir les frontières béninoises du Bénin et aller vers une intégration beaucoup plus concrète qui montre le revers en réalité ou les ripostes post-coloniales, pour l'exprimer ainsi. Et regardons un peu le contexte dans lequel le chef de l'État prononce un discours comme ça. C'est qu'il n'a pas manqué de dire que les puissances à l'international qui s'érigeaient je dirais un tout petit peu en allecteurs, d'accord, ceux qui venaient en aide et qui allaitent l'économie des pays en voie de développement, sont levés unilatéralement pour dire qu'ils coupent, n'est-ce pas, ces aides-là. Alors, Patrice Talon n'est pas allé faire un discours théorique. C'est quelqu'un qui a pris du temps, d'abord à l'intérieur de son système qu'il a bâti en 9 ans au Bénin, sous les 2 mandats qu'il a pu briguer au Bénin ici et dont il tend vers la fin. C'est quelqu'un qui a pu tenir tête en allant lui-même dans l'Occident et tenir, qu'il vous souvienne, le sommet de Norvège, où il exprimait en présence de ceux qui sont venus s'asseoir comme si le président béninois, bon, en tout cas les pays africains ont débarqué pour demander de l'aide. Le président s'est débarqué dans cette foule-là en disant, ben, vous me voyez devant vous, je représente le Bénin, mais nous ne sommes pas là pour vous demander de l'aide. Nous ne sommes pas là pour demander des prêts non plus, mais nous vous demandons de prêter attention à ce qui va se passer, ou ce qui est en train de se passer au Bénin. Alors, ce qui est en train de se passer au Bénin, le concret a été réalisé. Le concret a été réalisé et c'est le moment, comme lui-même a su le dire, je dirais, dans le thème même qu'il a porté au pouvoir et qu'a porté le PAG1, révélant le Bénin révélé. Et il le disait souvent, nous allons nous révéler à nous-mêmes, donc révéler le Bénin à nous-mêmes et le révéler à l'Afrique et au monde. Eh bien,
on a des résultats sous la main, on a beaucoup de choses qui sont passées en 9 ans au Bénin, au point où c'est possible de dire, ben, nous allons exporter notre expérience et nous allons l'expérimenter. Et c'est prudent, puisque l'expérimenter, non pas en s'éparpillant tout de suite dans les 54 ou 55 États africains, mais l'expérimenter à partir du voisin le plus géant d'Afrique, d'accord, faire un partenariat avec eux. Oui. Je voulais dire, le Bénin a prouvé, comme vous venez de le rappeler, qu'il est en mesure d'atteindre cette autonomie. Ce discours que le chef de l'État a prononcé, c'est dans un sommet donc qui prend en compte toute la sous-région. Et c'est là que je vous demande que signifie pour vous ce comptons sur nous-mêmes prononcé ou dit à nouveau devant ces dirigeants de la sous-région. Vous avez bien fait de me rappeler à ce niveau-là. Oui. Mais je m'en voudrais si je ne vous dis pas que ça aurait été qu'il n'y ait pas des résultats qui rassurent déjà les Béninois, que si nous écoutons notre chef d'État, d'accord, prononcer ces expressions à un tel sommet, nous aurions eu peur. C'est-à-dire que nous allons dire, ben là, les choses vont devenir chères, et comment on va s'en sortir? Est-ce que c'est pas orgueilleux? Est-ce que c'est pas ceci? Mais nous avons, j'expliquais tantôt qu'il a pris des années où nous avons travaillé. Que c'était capable. Voilà, c'était possible. À le prouver. Que c'est possible. Possible. Et à nous-mêmes. En fait, c'est chaque Béninois qui s'est retrouvé dans son discours là-bas parce que nous avons, n'oubliez pas, nous avons grandi, nous avons réalisé des exploits dans un contexte où ceux vers qui on va maintenant nous ont fermé leurs portes, leurs frontières. Et on a vécu ça dans une économie résiliente où on a pu réaliser des choses que le monde entier applaudit. Donc, quand on va vers eux aujourd'hui, c'est eux les premiers à croire en nous parce qu'ils savent, en tant que dirigeants, en tant qu'économistes, en tant qu'hommes d'affaires nigérians, ils savent quel transit il y avait entre le Bénin et le Nigeria. Et quand ça a coupé, l'hécatombe qu'ils attendaient, la déchéance que tous les hommes politiques béninois qui ne parlaient pas, qui ne sont pas du même chapelle que le chef de l'État, avaient décrié le scandale, la misère qui allait régner, que tout le monde décriait, n'a pas pu avoir lieu. Et c'est le moment que la fierté béninoise est partagée. Et je crois que c'est le sentiment que j'ai eu, et je suis sûr que c'est le même sentiment que chaque Béninois a eu. Ça ne nous a pas surpris. Et c'est au contraire, nous nous sommes sentis dans une posture où nous allons maintenant rentrer dans les bénéfices de ce sacrifice que nous avons opéré pendant 9 ans. Oui, Mohamed Akintola, je vais vous poser la même question. Le Bénin a montré que l'autoprise en charge est possible. Patrice Talon n'est pas allé de même mode pour dire que, presque pour dire que c'est bien déjà que les États-Unis s'en lavent les mains. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire par nous-mêmes. Et comme Aïssegbe le rappelait, ça nous rappelle ce discours programme de 1972. Alors, quelle résonance ou quel écho pour ce message dans notre sous-région, Mohamed Akintola? Merci Madame Toboula. C'est vrai qu'on se reverrait pour ceux qui ont vécu. Nous, on l'a beaucoup plus lu et puis on nous l'a relaté. Mais pour ceux qui l'ont vécu, qui ont vu la ferveur de cette époque-là, du comptons sur nous-mêmes, développons-nous par nous-mêmes, recroquevillons-nous sur nous-mêmes, on se croirait presque en train de réentendre ce même discours-là, à la grande différence que ce que le président Patrice Talon a dit au Nigeria est bien loin du discours politicien. Parce que pour pouvoir faire des déclarations de ce genre et espérer que ces déclarations aient des impacts forts, il faut avoir assis des bases, des préalables à cela. Pour dire que Patrice Talon, aujourd'hui parlant de « comptons sur nous-mêmes », ne parle pas du Bénin, mais parle des États qui étaient présents à ce sommet-là. Parlons principalement des États de l'Afrique de l'Ouest en général. Nous voyons Patrice Talon qui parle aujourd'hui d'économie intégrée, de partenariat bilatéral pratique, réel, c'est-à-dire dans les faits, bien loin des tests juridiques votés au sein de la CEDEAO et autres. Ce même Patrice Talon-là qui a déjà prouvé par le passé qu'il était un panafricain convaincu. Et là, je nous ramène sur le plan diplomatique où le passeport béninois aujourd'hui porte réellement ce message de panafricanisme-là, où le Bénin est une destination pour tous, où tout Africain peut se sentir à l'aise et même tout Européen ou tout Américain et ainsi de suite. Donc cette ouverture-là déjà à beaucoup de pays africains,
tandis que beaucoup d'autres pays semblables au Bénin étaient beaucoup plus intéressés par cette ouverture, cette facilité d'entrée là pour des Occidentaux. C'est ouvert autant aux pays africains, c'est déjà un signe fort sur le plan diplomatique de son sens du panafricanisme assez poussé. Aujourd'hui, il le répercute sur le plan économique. Et le contexte mondial, ce que nous avons vécu ou continuons de vivre tout récemment avec la venue au pouvoir du président Donald Trump aux États-Unis, nous oblige à cela et à une sorte de rappel pour dire il est quand même temps que vous-même vous réveillez. L'USAID, par ici, le Millennium Challenge Account, qui ont été des robinets du coup et sans préavis comme ça fermés aux pays africains, dont le Bénin. C'est une manière de vous dire, il est temps que vous vous réveillez. Et il fallait donc que ce message-là vienne. Au-delà de tout, vous savez, il y a une partie de son discours qui m'a quand même bien marqué, même si le contexte qu'on lui prête est à l'endroit des Béninois, lorsqu'il parlait de ne pas s'entendre sur le plan politique, ne pas avoir les mêmes idéaux sur le plan autre, mais quand même, il y a des choses pour lesquelles ne pas s'entendre serait presque un péché. Ce message, moi, je ne le vois pas pour les Béninois, je le vois parce qu'il est dans un contexte africain, dans un contexte sous-régional, donc c'est pour dire, et n'oubliez pas que nous avons vécu, nous continuons de vivre les conséquences de cette crise-là avec les pays de l'AES. C'est une manière de dire, on peut ne pas s'entendre sur les régimes, les types de régimes. On peut ne pas s'entendre sur la manière de gouverner politiquement, socialement nos populations, mais une chose est sûre, on ne survivra pas seul. Il nous faut nous donner la main. Et quel meilleur exemple que celui de la coopération bilatérale sur le plan économique entre le Nigeria et le Bénin. Et justement, c'est l'illustration concrète de cette vision-là, le Bénin et le Nigeria qui ont décidé d'intégrer effectivement leur économie. On va dire un passage à un niveau supérieur de cette coopération bilatérale qui doit impérativement inspirer les autres pays de la sous-région. Mohamed Akintola. Regardez le Nigeria avec, je ne sais pas, plus de 200 millions d'habitants. C'est un marché pour le Bénin qui est à côté. Le Bénin demeure un élément essentiel de l'appareillage économique nigérian parce que bien que le Nigeria ait son port à Apapa ou d'autres ports secs, le Nigeria continue de convoiter la position stratégique côtière du Bénin. Et beaucoup de la marchandise de consommation et autres du Nigeria continue de transiter par le Bénin. Et n'oublions pas que le port sec d'Alada continue de servir. Et il y a le port sec de Parakou également qui est bien visé et bien positionné pour aider les pays ou les États du nord du Nigeria qui sont pas moins de 19. C'est pour dire que la réalité de cette intégration ou le meilleur exemple à donner ne peut être que ces deux pays-là. Je vais au-delà pour dire que le Bénin est un pays francophone. Le Nigeria est un pays anglophone. Si cela marche, c'est une manière de dire que même la langue n'est pas une barrière parce que le président l'a dit, du nord au sud, ce sont les mêmes peuples. Même si nous ne parlons pas la même langue, français ou anglais, nous parlons quand même le même langage culturel. Et donc, c'est une réalité qui va permettre de donner un meilleur exemple aux autres pays d'à côté. Le Togo saura qu'il pourrait faire la même chose avec le Ghana aisément. Et même les autres États du Nord, parce qu'on ne va quand même pas s'enfermer. On a besoin les uns des autres et nous savons techniquement ce que ça coûte au Burkina Faso, ce que ça coûte au Mali, ce que ça coûte au Niger, le ralentissement de la coopération et des échanges économiques entre nos deux pays. Oui, justement, Patrice Talon l'a rappelé, a rappelé toutes ces tracasseries que les opérateurs économiques subissent sur nos corridors, nos axes, avant d'atteindre des pays qui quand même partagent des voisins. Et pour donc faciliter cette transaction, le chef de l'État a en appelé à une responsabilité réelle, en tout cas une mise en œuvre réelle d'une intégration économique. Et pour cela, Romeo Aïssegbe, l'AS Bénin-Nigeria, comme stratégie réelle pour fédérer nos deux économies. Merci beaucoup, Madame Angèle. Vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, et comme l'a dit mon co-débatteur, le chef de l'État n'est pas allé vendre de la théorie à Abuja. Il est parti proposer qu'on
qu'on exporte, qu'on accepte les produits que le Bénin a su entretenir et mûrir. Vous savez, en matière de circulation, de tracasserie routière, tous mes amis, et Dieu sait que j'en ai beaucoup qui viennent de divers horizons, au-delà des frontières du Bénin, s'étonnent de ce que, quand ils rentrent au Bénin, de la frontière jusqu'à l'autre frontière, ce n'est qu'en voulant quitter le Bénin vers un autre pays qu'ils subissent des tracasseries policières. Et tout Béninois, quel que soit son bord politique, se reconnaît aujourd'hui dans cet avantage concret que nous avons au Bénin ici, où la tracasserie policière, vraiment, nous avons fait dos. Et si j'en parle, avant d'aller loin, c'est que je vis régulièrement l'expérience dont je vous parle, parce que j'ai un frère et ami qui est au Ghana, qui me rend visite, et je lui rends visite régulièrement. Je peux vous rassurer que jusqu'à récemment, donc jusqu'à la session au pouvoir du président Mahama, quand vous allez au Ghana, dès que vous dépassez la frontière d'Aflao, chaque 2 kilomètres, vous subissez les affres des policiers. Même si vous êtes en règle, vous devez déposer quelque chose, ils vous perdent le temps et vous déposez quelque chose. Et là où vous devez atteindre au bout de 2 heures de temps, vous vous retrouvez à faire 6 heures, 7 heures de temps sur la route avant d'y aller. Surtout quand vous êtes dans un véhicule qui a les plaques RB, c'est-à-dire des plaques autres que les plaques du Ghana. Et c'est pareil pour les plaques togolaises qui entraient, puisqu'on a fait l'expérience, on a pris d'autres véhicules du Togo pour rentrer, c'est la même chose. Alors, si le chef de l'État a pu toucher cela de doigt, 50 ans après la création de la CEDEAO, 50 ans. Cette année, tout le monde se réjouit, la CEDEAO a fêté 50 ans. Et c'est là, justement, je trouve très, très pensé le discours, c'est-à-dire du chef de l'État, lorsqu'il faisait allusion à ce qu'on ne peut ne pas partager les mêmes visions politiques. C'est-à-dire, il va directement sans le dire, on peut ne pas avoir les mêmes idéologies, mais ce qui est factuel, ce qui est nécessaire, ce qui est là, qu'on touche de doigt, lorsqu'on règle ça, si vous ne vous retrouvez pas dedans, c'est que là, nous ne pensons pas, nos peuples. Le chef de l'État a inauguré, à mon avis, n'est-ce pas, à Abuja, les 50 prochaines années de la CEDEAO des peuples. Parce que c'est ce que nous avons tout le temps décrié en tant que panafricanistes, en tant que nationalistes. Inaugurer ou demander à ce qu'on revienne à la base. Je dis inaugurer, j'ose répéter inaugurer parce que ça ne s'est pas arrêté sur des actes, sur des paroles. Les accords ont été signés en même temps au niveau des entités. Nous avons eu que les accords ont été signés. Et dites-vous que les pères de cette fédération-là, les pères de la CEDEAO et de l'Union africaine, qu'est-ce qu'ils avaient fait au départ? Ils n'étaient que 2 ou 3. Kwame Nkrumah du Ghana, et Sékou Touré de la Guinée, et puis Modibo Keïta du Mali. Et c'était l'objectif de départ. L'objectif de départ était que lorsque le citoyen malien bouge pour aller en Guinée ou bien pour aller au Ghana, qu'il ne se rende pas compte qu'il a changé, qu'il a dépassé, qu'il a traversé, qu'il a changé de pays. Voilà, vous voyez? Et nous avons eu tout ce qui doit avoir comme organe au niveau de cette même CEDEAO et jamais ce problème que le chef de l'État a soulevé en même temps acté entre le Nigeria et le Bénin n'a jamais été pris avec rigueur. C'est vrai, la CEDEAO à chaque sommet, chaque 6 mois, se retrouve pour dénoncer, pour critiquer, pour ne pas, pour dire que c'est pas bon, c'est pas ceci, mais l'agir véritablement, tout ce que l'on peut reprocher à cette institution, 50 ans après, les chefs d'État n'ont pas attendu qu'il y ait une dislocation, ils n'ont pas attendu en fait qu'il y ait une implosion de l'intérieur de cette organisation afin que le président Patrice Talon et le président Tinubu du Nigeria puissent hâter pour aller vers cette CEDEAO des peuples. Alors, si je reviens un peu sur cet aspect-là, vous savez, pour ceux qui s'essayent un peu en importation, donc juste le commerce entre le Nigeria et le Bénin, que je vais m'en arrêter, je vais juste me limiter à ces 2 pays. Aujourd'hui, si vous avez envie d'acheter ce micro qui me permet de me faire entendre ici, au Nigeria, vous avez du mal à dire exactement, même si vous connaissez combien ça se vend au Nigeria, vous avez du mal à dire à celui à qui vous voulez remettre que ça fait tel montant. Puisque vous devez attendre, en incluant on ne sait jamais. Et ces on ne sait jamais sont inclus les tracasseries dont parle le chef de l'État. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à l'intéressé que vous allez le livrer demain à telle heure, alors que aller-retour
Bénin, Cotonou, Abuja, c'est peut-être, ça va vous prendre peut-être 5 heures de temps, mais vous n'êtes pas en mesure de dire à la personne que vous allez le livrer sous 24 heures. Parce que vous savez pertinemment que, ben, écoute, je sais comment je peux faire pour aller à la frontière, je sais que je n'aurai aucun problème au Bénin, à l'intérieur du Bénin jusqu'à la frontière traquée, mais je ne sais pas ce qui va se passer une fois de l'autre côté. Alors, si on légitime, si on donne, si le chef de l'État donne ce ton à cette circulation, à cette liberté de circulation des personnes et des biens, c'est que désormais, il donne de la voix, il donne de l'autorité, n'est-ce pas, aux citoyens béninois qui se retrouveraient désormais sur le territoire nigérian et serait en train de vouloir subir par des agents indélicats une certaine rétention. Il peut leur dire, mais attendez, nous avons un accord entre nos deux pays, je suis béninois, il peut oser lui montrer son passeport, il dit, mais attends, tu peux le faire pour d'autres personnes, mais ici et maintenant, j'ai le droit, vu l'accord de juin à Abuja, de passer et de prendre mes trucs selon les accords que mon pays a signés avec vous. Et je pense que lorsque nous aurions suffisamment puiser, n'est-ce pas, dans cette richesse que le chef de l'État, les deux chefs d'État, Tinubu et Talon, nous ont offert, les autres pays n'auront plus à avoir de réticence. Vous allez voir que... On va suivre le mouvement simplement. On va suivre le mouvement et vous verrez que vraiment, tout ce qu'on est en train de dire, comme j'ai l'habitude de le dire ces derniers temps, le panafricanisme en réalité n'est pas une affaire des ONG, mais c'est une affaire des hommes d'État. Et c'est une joie immense que le chef de l'État ajoute à tout ce qu'il a fait dans le sens de l'intégration, annulation de visa et tout ce que nous connaissons pour les Africains se rendant au Bénin. En plus de ça, pour cette goutte de plus qu'il vient de mettre avec le géant le plus peuplé, le plus puissant économiquement d'ailleurs de l'Afrique, une aubaine qui est dans la main des Béninois, que tu sois commerçant, formel ou informel. Je crois que c'est le moment de dire vraiment qu'une chance nous est accordée de librement vaquer à nos occupations et de créer d'autres horizons économiques. De cet accord, il y a d'aucuns qui voient déjà un acte fondateur de l'intégration économique réelle de l'Afrique de l'Ouest. Mais le défi, Mohamed Akountola, restera de lever effectivement les goulots d'étranglement sur nos corridors, nos axes, lever réellement les barrières afin que cette libre circulation prônée soit une réalité, puisque les chefs d'État ont marqué leur accord, mais sur le terrain, ça restera donc de matérialiser cela. En fait, si l'élan dont vient de donner le ton le président de la République arrive à réellement suivre de façon pragmatique, tel que nous le connaissons lui-même d'ailleurs, le Bénin aurait contribué significativement à réécrire l'histoire de la CEDEAO. Je m'explique. La CEDEAO a 50 ans. Et lorsqu'on fait le bilan, on n'est pas fier en réalité du résultat. C'est à croire, et ça c'est un avis personnel, que la CEDEAO entre-temps s'est trompée de combat. Le principe de base, c'est une intégration économique entre les États membres, la libre circulation des personnes et des biens entre ces États-là. Je le dis comme ça de façon basique. Mais la CEDEAO a passé son temps à s'intéresser, certes, dans les protocoles, la charte, ainsi que les protocoles qui ont été signés, la stabilité politique est un préalable au développement économique du pays et donc à l'intégration économique des différentes économies de la sous-région. Mais on a passé trop de temps sur ces préalables-là. La CEDEAO a montré, à cause, ou alors grâce l'un ou l'autre, ça dépend de celui qui voit, à la réaction des États du Sahel tout dernièrement, aux sanctions imposées par la CEDEAO après les troubles et puis la prise de pouvoir de façon anticonstitutionnelle et la création de l'AES, cet élan-là a mis à mal la CEDEAO. Et la CEDEAO a révélé ses insuffisances. Les insuffisances de la CEDEAO ne sont pas des insuffisances sur le plan juridique en réalité. Et en fait, il manque la volonté politique. Et c'est là que je rejoins M. Roméo lorsqu'il dit que le panafricanisme n'est pas d'abord en premier lieu le sujet ou alors l'affaire des ONG. C'est l'affaire des hommes d'État. Parce qu'au-delà de tout, c'est eux qui décident. C'est eux qui font. C'est eux qui peuvent aussi défaire lorsque ça ne les arrange pas. Donc si la volonté politique, elle est aussi prononcée, je suis convaincu que tout le reste va suivre. Et comme sur des roulettes en réalité. Parce qu'il faut aller au-delà du texte, impacter le contexte et le changer s'il n'est pas favorable à l'esprit même du texte qui a été écrit, qui a été voté, qui a été approuvé par tous.
Vous voyez ces petits détails de contraintes sécuritaires, je les considère comme des petits détails. Il y a encore l'intégration des systèmes économiques sur le plan informatique, sur le plan des textes et des lois de ces pays-là, c'est-à-dire fragmenter ce qui est dit dans le cadre des textes de la CEDEAO pour l'appliquer à la réalité de chaque pays ou d'un pays à un autre. Il y a ce travail-là à faire. Et heureusement, vivement que cela puisse prendre, le président de la République, il l'a dit, il est allé de façon très claire pour dire « j'ai instruit les miens à faire telle chose ». Et il s'est permis de dire publiquement, vous savez, c'est une sorte d'engagement. Il le dit, il s'engage lui-même, il engage, il révèle cette responsabilité-là qui est la sienne, celle de ses ministres, mais également celle de son homologue, le président Tinubu, et de ses ministres pour dire nous avons fait, nous avons instruit. Donc il ne leur reviendra pas de dire ou de justifier la non-implémentation par le fait que, bon, vous savez, on est allé à un sommet, on a pris des résolutions, mais rien n'a suivi. L'acte, il est déjà posé. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire en tant que chef d'État, en tant que chef de gouvernement. À vous, qui êtes les bras techniques de nos gouvernements, de faire ce qu'il vous revient de faire. Et si ça ne marche pas, on va s'en prendre aux techniques. Eh bien, si ça ne marche pas, le président de la République qui a dit saura qui attraper. Vous voyez un peu ce que je dis? Le peuple, certes, dira le président a promis, il n'a pas fait. Mais le président pourra dire en son temps. Si il partait déjà, enfin, pour les mandats qui sont finissants. Non, mais c'est ce qui est bien un peu dans le travail que fait le président Patrice Talon. Et qui parfois fait peur et puis fait soulever certains propos du genre. Vous savez, dans la rue aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un qui sait que tu es acteur politique, dit, est-ce qu'il va partir? Cette affaire-là. La seule chose qui leur fait dire cela, en fait, c'est que le président Talon est en train de travailler comme un bon coureur de relais. Je vous explique le principe. Rapidement. Lorsque vous faites une course de relais, c'est qu'il y a plusieurs coureurs sur la piste. Oui. Moi, je dois faire 200. On doit faire 1 km, il y a peut-être 4 coureurs. Moi, je dois faire 200 mètres, passer le relais A. Le principe de base, c'est que si tu ne veux pas que ton équipe perde, tu ne cours pas sur 200 mètres, mais tu cours sur 300 mètres. Donc, jusqu'à la limite où tu dois t'arrêter, tu cours comme si ce n'était pas ta vraie limite. Parce que lorsque tu dois passer le témoin, ta vitesse doit demeurer une vitesse de croisière pour que celui qui doit prendre le relais retire. Mais si tu te fixes comme limite les 200 mètres à courir, à partir de 150 mètres, tu commences à faire quoi? Affaiblir. La dynamique du développement doit être cela. Les gouvernements passeront, mais le Bénin restera. Donc chaque gouvernement doit courir comme un bon coureur de relais, comme s'il n'allait pas arrêter la course à 200 mètres, comme s'il n'allait pas arrêter la course après 5 ans ou 10 ans, pour s'assurer que le rythme qu'il a impulsé est récupéré par le joueur suivant ou le coureur suivant, j'allais dire, et ainsi de suite. Ce n'est que ça qui assure le développement. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour le fait que cela soit des promesses de... Ce ne sont pas des promesses de 1 an. Ce sont des promesses, ce sont des engagements pris par le Bénin et non par Patrice Talon. Patrice Talon a parlé au nom du peuple béninois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le comptons sur nous-mêmes à travers l'intégration économique, pourquoi pas, mais dans la sous-région, nous avons plusieurs pays, le Bénin, le Nigeria, d'accord, mais il y a aussi, Mohamed Akintola, les pays de l'AES qui ne sont plus vraiment dans cette institution sous-régionale. Est-ce qu'il faut aller leur faire la cour pour que ces rêves des panafricanistes puissent se concrétiser réellement, à travers déjà ce ton donné par ces deux présidents africains? Je pense que la croisée des chemins est inéluctable. Elle arrivera à un moment ou à un autre. Il y a beaucoup de contraintes qui vont nous y emmener. Mais il y a également des efforts. Et Patrice Talon, aujourd'hui, à travers son discours, est en train de recentrer le champ de travail de la CEDEAO. Oublions un peu les divergences. Arrêtons de parler de politique, pas politique, gouvernement légitime ou illégal, ou tout ce que vous voulez, quoi. Parlons des peuples. Et les peuples ont besoin de manger. Et les peuples ont besoin de se développer. Et ça transite principalement par les relations économiques entre nos États qui sont des voisins. Nigeria, Bénin, donnez l'exemple. Lorsque ça marchera, moi je vous assure que les autres États vont se rallier. Et les contraintes, je donne un exemple très banal. Le grand business entre le Niger et le Bénin transite par le port autonome de Cotonou et la frontière que nous avons avec le Niger au nord du
Bénin. Depuis que ces frontières-là sont fermées, les importateurs nigériens ne font que se plaindre parce que le transit de leurs marchandises jusqu'en terre nigérienne leur coûte aujourd'hui 3 fois plus lorsqu'ils doivent transiter par le Togo, le Burkina, et ne parlons pas des risques de sécurité et autres liés à la sécurité qui sont sur le tronçon jusqu'à arriver chez eux. Ils perdent beaucoup de marchandises, ils perdent beaucoup d'argent, ils se plaignent et ne sont eux-mêmes pas à l'aise avec la situation actuelle. Ok, on a beau ne pas être... Est-ce que le Bénin ne commerce pas avec des États de l'Afrique centrale? Est-ce que le Nigeria ne commerce pas avec des États de l'Asie ou d'Europe? Est-ce qu'ils sont dans un même cadre sous-régional? Non. Est-ce qu'ils sont tous dans la CEDEAO? Bien sûr que non. Les relations économiques, diplomatiques vont se stabiliser. Mais il faut une sorte de garantie mutuelle que ça n'a rien à voir avec nos divergences politiques et autres. Et c'est l'exemple que le Bénin et le Nigeria, si tout va bien, pourront donner afin de rassurer les autres partenaires, qui sont les pays de l'AES, pour dire, ben, écoutez, qu'on s'entende sur ce qui est commun à nous et qui va nous permettre tous de souffler. Et puis pour le reste, on verra bien. Alors, Omer Waïsegbe, les pays de l'AES ont pris congé à cause de ce que vous savez par rapport à cette ingérence politique de la CEDEAO qu'ils ont dénoncé avec beaucoup d'autres choses. Avec cet accord, ce discours de Patrice Talon, on peut dire que le nouveau président de cette communauté économique aura donc à fédérer, on va dire, fédérer pour que cette intégration puisse réellement et finalement l'obtenir et l'atteindre. Je vous remercie très sincèrement. Depuis que j'ai entendu le discours du chef de l'État, et Dieu sait combien j'ai réécouté, je suis resté scotché sur les pages officielles de ces États de l'AES, de ces pays de l'AES, en cherchant à voir s'il y aurait une réaction de leur part du moment où ils revendiquent en réalité, en posant leur acte souverainiste pour prendre le pouvoir, que c'est pour le peuple qui se sont érigés en un État souverain. Alors, ce qui s'est passé à ce sommet, à ce tout premier sommet d'intégration, était essentiellement centré sur le bien-être du citoyen, sur le bien-être des peuples. Et je m'attendais à ce que ces dirigeants envoient des mots de félicitations ou des mots, des appréciations aux deux chefs d'État, à savoir Tinubu et Patrice Talon. Et je n'ai pas vu. Et je me suis demandé en moi-même, et je me demande ce soir encore, alors pourquoi est-ce qu'ils ont pris le pouvoir par les armes, si c'était réellement pour les peuples? Alors, Il n'est pas encore tard. Non, en fait, pour moi... Serait-ce encore tard, mais ouais, justement, il n'est pas tard. Là où je veux aller pour dire qu'il n'est pas tard, c'est que je me réjouis parce que les peuples sont éternels et les peuples sont d'une manière ou d'une autre en mouvement. Vous savez, c'est ici nous sommes. Et certains de nos compatriotes, à raison bien gardée, personnelle à eux, que je salue, je respecte, prennent le chemin du désert jusqu'à traverser la Méditerranée pour le bien-être. D'accord? C'est de la même façon que les quelques mètres qui séparent le Bénin du Niger, d'accord? Le Bénin du Burkina Faso, et les quelques mètres qui séparent le Bénin du Mali. Lorsque cet accord qui a été signé par Tinubu et Talon va réellement rentrer en œuvre. Et Dieu sait combien de Nigériens, combien de Burkinabés, combien de Maliens vont devoir migrer vers le Bénin pour pouvoir vivre en paix, pour vivre économiquement stable. C'est de là qu'il est question. Et lorsque, dans ces actes, dans l'exploitation, dans la mise en œuvre véritable de ces accords signés, nous aurons l'impact direct sur le peuple. Parce qu'aujourd'hui, l'évaluation n'est plus qui vont se retrouver encore dans un sommet, peut-être qu'ils vont délocaliser le sommet pour que le prochain sommet en juin ait lieu l'année prochaine au Bénin ici, peut-être. Mais que ce soit plus du sommet qu'on attend des résultats, mais que les résultats poussent vers le sommet. Et lorsque cet échange économique, vous savez très bien qu'on ne peut pas dénombrer le nombre de Nigériens qui sont installés au Bénin comme des Béninois et qui faisaient leur commerce, quand ils vont trouver que l'opportunité est donné de pouvoir être stable économiquement en allant dans l'accord du Bénin, du Niger et du Nigeria et de se faire des moyens, c'est eux qui vont appeler leurs compatriotes de quitter la galère de l'AES et de rejoindre.
et de leur dire que la CEDEAO a commencé entre le Bénin, la véritable CEDEAO des peuples a démarré entre le Bénin et le Nigeria. Et ça va s'imposer au peuple parce que vous savez très bien que quand le peuple, c'est l'idéologie que nous partageons dans l'idéal panafricaniste, lorsque le peuple se lève contre un seul homme, même la bombe atomique ne peut pas l'arrêter. Lorsque le peuple se rendra compte qu'il fait bon vivre aujourd'hui dans la politique prônée par les pays politiquement stables, d'accord, où on n'a pas pris les pouvoirs par les armes, et que dans l'intégration véritable, dans la mise en œuvre de l'accord d'Abuja, on voit véritablement qu'il y a un impact économique et social. On a vu réellement, on a constaté l'amélioration des conditions de vie des Béninois et de nos frères qui résident au Bénin, de nos frères qui résident au Nigeria. Mais c'est normal que les gens migrent vers ici. Et tout pays vous dira, parce que je m'en voudrais de ne pas dire que pour arriver à ce niveau-là, le chef de l'État a souligné dans son discours les aides qui sont bloquées, qui sont coupées par les États-Unis. D'accord? Et quand les aides sont coupées, quel est le problème qu'il faut résoudre au niveau étatique? C'est-à-dire qu'il faut travailler à rendre plus efficace la gestion financière à l'intérieur du pays. Dynamiser l'économie. Merci. Et la deuxième chose, c'est éviter les déficits budgétaires, d'accord? Et lorsqu'on fait en sorte que l'économie est vivante et que ce de quoi on a besoin pour faire construire des routes et donner de l'eau potable et faire ce qui est à faire, continuer la cantine scolaire pour tous les enfants, généraliser à tous les enfants les soins gratuits, assurance maladie et tout le reste, lorsqu'on a les moyens à l'intérieur de le faire, c'est qu'on ne va plus prêter de l'argent. C'est que la dette va diminuer. Et lorsque le pays n'emprunte pas, vous comprenez avec moi qu'il y a moins de stress. D'accord, aux citoyens dans le pays, il y a moins de stress parce qu'en dehors de ce que vous devez payer vos impôts, les critères qui permettent à imposer, nous savons très bien qu'il y a aussi le remboursement des dettes qui définissent les impôts. Mais le contexte lui-même n'exclut pas les accords multilatéraux non plus. Non, de vous à moi, même la CEDEAO, pour le sommet qu'ils ont fait hier, dimanche, la CEDEAO est revenue sur... qui a pris fin samedi plutôt. Le sommet a pris fin samedi. Oui, non, le sommet de la CEDEAO elle-même s'est prolongé. Mais dites-vous que ce que je suis en train de dire là revient très important pour eux parce qu'il n'y a plus d'aide. Et on leur dit maintenant, faites en sorte de réduire les dettes extérieures. Et donc, c'est devenu comme, je dirais, c'est comme le schéma à suivre. Et le Bénin, le Nigeria donnent le ton aujourd'hui. Et ce ton-là, c'est que, honnêtement, pour la première fois en 50 ans de la vie de l'institution, des institutions d'intégration en Afrique, c'est la première fois pour évaluer un accord, pour évaluer, n'est-ce pas, un projet, on va devoir le constater dans l'économie de chaque citoyen. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on ira constater au niveau des ministères des commerces, qu'on ira constater au niveau des ministères des finances. Non, on doit constater ça dans les casseroles, dans la maison, dans le bien-être, dans la circulation, dans la vie de chaque citoyen, de chaque peuple. Et qu'on le veuille ou pas, et même si la CEDEAO a eu de quiproquos avec les pays du Sahel, bon, certains pays du Sahel, et à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, c'est le moment, c'est la thérapie choc pour qu'en un an, on puisse conjuguer au passé ce rêve de diviser encore l'Afrique et que le retour dans la CEDEAO de l'AES, qu'a promis, n'est-ce pas? N'oubliez pas, Mahama qui a été félicité au sommet, ils ont promis que Mahama a promis à son peuple ghanéen que lorsque lui sera élu président du Ghana, qu'il va faire en sorte que l'AES retourne dans la CEDEAO. Et donc voilà des actes qui peuvent aussi concrétiser cet acte. Allez, on a une minute pour rendre l'antenne. Un discours sanctionné par un standing ovation. Mohamed Ankitola place actuellement au travail ou à la matérialisation de cet accord. En effet, les quelques semaines à venir, M. Romeo l'a dit, il faudrait que les résultats aujourd'hui ne soient pas constatés à des sommets, mais qu'ils soient constatés dans la réalité de tous les jours, qu'on sente qu'on est en train d'avancer, que ceux qui ont été responsabilisés, j'allais dire, prennent leurs responsabilités à bras le corps et fassent le travail pour lequel la République a placé leur confiance en eux. Je suis convaincu que ce n'est qu'ainsi qu'on pourrait impacter notre génération afin que celle à venir puisse davantage jouir
que nous aujourd'hui. L'autoprise en charge, donc, surtout économique de l'Afrique est bien plus possible. Profitons de l'absence de cette aide pour faire de nos économies sous-régionales des économies dynamiques pour donc le développement sans forcément les aides. C'est ce que Patrice Talon a essayé donc de dire dans ce sommet, premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons plus le temps de voir en antenne. Merci à vous, Mohamed Akintola, pour vos analyses. Merci, Roméo Aïssigbe. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve demain avec le même plaisir, avec d'autres invités et d'autres thématiques, toujours pour votre plaisir. Je vous rappelle, nos émissions sont toujours disponibles sur nos plateformes numériques e-télé avec vous, pour vous. Très belle soirée.